Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission d'information Passe l'info. Et sans plus tarder, voici cette semaine les titres de l'actualité. Alors dans l'actualité nationale, nous commencerons tout d'abord par le projet de loi intitulé Égalité et citoyenneté, projet qui pourrait réduire dangereusement la liberté d'expression. Ensuite, nous parlerons d'une nouvelle méthode qui permettra de baisser considérablement le nombre de chômeurs en France. Dans l'actualité internationale, nous allons revenir sur la vive altercation téléphonique entre le président russe et son homologue français concernant la Syrie. Et pour terminer, Moscou déplace des têtes nucléaires à Kaliningrad. Après l'actualité, vos brèves en images, suivies de la vidéo de la semaine. Ouvrons donc ce journal. Les journalistes français font part de leur vive inquiétude à propos du projet de loi intitulé Égalité et citoyenneté. Projet qui pourrait réduire dangereusement la liberté de la presse sous prétexte de lutter contre les abus sur Internet. Le projet de loi Citoyenneté-Égalité, examiné par le Sénat français depuis le mardi 4 octobre, serait susceptible de vider de son contenu la loi du 29 juillet 1881 et de remettre en cause ce texte fondateur, a indiqué à Sputnik la secrétaire générale et porte-parole du syndicat national des journalistes, Dominique Pradalier. Désormais, les infractions sont donc imprescriptibles, ce qui établit une discrimination à l'encontre de la presse numérique. Ensuite, c'est la remise en cause du principe selon lequel c'est à celui qui s'estime diffamé de préciser exactement où et comment et de qualifier son délit, sans quoi la procédure restera caduque. Et enfin, un contournement de notre fameuse loi en autorisant les actions en justice sur simple faute civile, c'est-à-dire que n'importe quel particulier peut exiger des dommages et intérêts pour un article qui lui déplaît, a-t-elle détaillé. Tous les fondements de la loi de 1981, qui est clé, qui est vraiment le pilier du droit de la presse en France, sont directement menacés. On s'est retrouvé à découvrir par hasard que 2 sénateurs en catimini avaient fait voter par une commission spéciale au Sénat des amendements qui remettent en cause une loi qui est absolument un des piliers de la République. Faut rappeler ici que le Conseil constitutionnel considère que la liberté d'expression, c'est la première des libertés fondamentales, puisqu'elle va conditionner toutes les autres. Demain, c'est le juge qui va décider ce que l'on a droit de dire et d'écrire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Toutes les initiatives qui ont consisté à tenter d'imposer un délit de blasphème ont échoué. Demain, un juge pourra dire si l'atteinte aux convictions religieuses, c'est une faute. Et ça, c'est une pression, c'est une épée de Damoclès sur les médias en ligne en particulier, qui est particulièrement insupportable. En plus, ça introduit une discrimination qui est fondamentale entre le média Internet et les médias, par exemple les médias écrits, prenons. Les sénateurs envisagent de jeter à la poubelle le principe de la prescription des délits de presse au bout de 3 mois à compter de la date de publication. Sur le support Internet, ces infractions deviendraient de ce fait imprescriptibles au même titre que les crimes contre l'humanité. Cela répondra aux attentes du CRIF qui avait ordonné au Premier ministre français, Manuel Valls, de prendre des mesures pour appliquer l'état d'urgence sur Internet. Un nouveau train de mesures pour tenter d'endiguer les inégalités. L'objectif, c'est bien un maillage de mesures fines qui doit retisser l'égalité, promouvoir la citoyenneté, renforcer ce que nous avons de commun, redonner à tous le goût de la République. Alors une question se pose dès lors, si cette loi est votée en l'état, alors ceux qui critiqueront le sionisme seront-ils passibles de poursuites? Parlons dès à présent du chômage. Les chiffres du chômage ne sont pas bons. Aussi, pour y remédier à cette situation, les sénateurs de droite et de gauche n'ont rien trouvé de mieux que de rendre public un rapport dans lequel ils préconisent de changer la méthode comptable des demandeurs d'emploi. Les chiffres de Pôle emploi sont sincères, a cependant déclaré mardi le sénateur Philippe Dallier, affirmant que les soupçons de manipulation ne sont pas justifiés. Mais nous proposons de changer la manière de communiquer sur ces chiffres. Le but de l'opération n'est plus seulement de se fonder sur ceux donnés par Pôle emploi, qui chaque mois comptabilise les nouveaux inscrits sur ces sites, mais de faire appel à l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, qui, tous les trimestres, publie des chiffres basés sur un sondage établi selon un taux en vigueur au Bureau international du travail. Les chiffres mensuels de Pôle emploi ne sont pas à eux seuls un indicateur fiable et pertinent du chômage, nous dit un rapport du Sénat publié hier.
Les sénateurs jugent que ce sont bien les chiffres de l'INSEE qui constituent la meilleure mesure. Chiffres de l'INSEE qui sortent tous les 3 mois. Et donc les sénateurs demandent à l'INSEE de sortir tous les mois. Enfin, il faut être basique. Une enquête auprès de 110 000 personnes, vous la faites pas tous les 30 jours. C'est une enquête auprès de 110 000 personnes, tout simplement. C'est ce qui lui donne sa fiabilité, ce qui lui donne une comparaison internationale parce qu'elle est réalisée au sens du Bureau international du travail. Et ça n'est pas réalisable physiquement en 30 jours. C'est tout. Il y a actuellement 6,275 millions de chômeurs, toutes catégories confondues, entre ceux de la catégorie A, concernant les personnes sans emploi, à ceux de la catégorie E, bénéficiaires de contrats aidés, en passant par ceux de la catégorie B, ayant travaillé au moins 78 heures dans le mois. Cette nouvelle méthodologie permettrait de faire revenir le nombre, par un coup de baguette magique, de chômeurs français à 4,3 millions. De nouveaux chiffres en France révèlent que plus de 50 000 personnes sont venues s'ajouter au nombre des demandeurs d'emploi au mois d'août. Mais les chiffres réels du chômage sont pires encore. En situation de précarité, les gens sont prêts à travailler pour un moindre salaire. Obéissant docilement aux injonctions de la Commission européenne, il est clair que la zone euro n'écoute pas les économistes objectifs. Elle écoute les fondamentalistes du libre marché. Je pense que tout le monde est pessimiste maintenant, de toute façon. Concrètement, que ce soit la gauche ou la droite, de toute façon c'est la même chose. Ces chiffres sont un vrai coup dur pour Hollande, car il a déclaré qu'il ne se représenterait pas s'il ne parvenait pas à inverser la courbe du chômage. Actualité internationale. Une conversation téléphonique entre 2 hommes d'État s'est littéralement transformée en altercation verbale avec, en toile de fond, un approfondissement des divergences de part et d'autre. D'un côté, Hollande, qui tentait de dissuader Poutine de la prolongation des raids aériens russes contre les terroristes à Alep, s'est trouvé confronté à la grande colère du président russe. Hollande avait vertement critiqué Poutine pour avoir frappé ceux qu'il qualifiait de rebelles modérés, quand le président russe a laissé éclater sa colère en affirmant qu'il n'existe aucun rebelle modéré en Syrie, puisque tous les rebelles agissent en interaction sur le terrain. Et le président Poutine d'ajouter « Le fait d'attribuer aux terroristes le qualificatif de modéré est méprisable ». En réponse à Hollande qui demandait l'arrêt des frappes aériennes russes contre les positions des terroristes d'Al-Qaïda et de l'ASL à Alep, Poutine aurait fulminé « Vous n'avez plus d'autre choix si ce n'est le fait d'abattre les avions russes, et là, vous allez tout bonnement déclencher une nouvelle guerre mondiale ». Et d'ajouter « Si la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis veulent la guerre, ils l'auront ». Je concevais cette visite uniquement si elle permettait de parler de la Syrie. Et uniquement de la Syrie. Знаете, в отношениях и с Францией, с французским народом, и тем более с французскими инвесторами у нас ничего не поменялось. И вообще, дело-то в том, что мой пресс-секретарь сказал, что мы отменили, ну так, чтобы, видимо, наша позиция была такой сильной. На самом деле мы даже и визит-то ничего не отменяли. Просто нам французская сторона дала понять, что сейчас нам там открывать официально наш культурный центр и на вот эти все гуманитарные темы разговаривать не время, надо как-то перенести вот эти мероприятия. Ну, мы сказали, ладно, хорошо, пожалуйста. Мы собственно говоря, и не навязывались. Я много раз говорил партнерам, что если сейчас не время, давайте перенесем. Это с французской стороны все время было одно и то же. Нет, надо это сделать. Ну, надо, пожалуйста, сделаем. Потом говорят, нет, сейчас не время. Ну, хорошо, не время, давайте перенесем. Но отношения с французами, с французским народом, с французским бизнесом никак не поменялись. И, надеюсь, ничего серьезного не произойдет и в наших отношениях с Францией, как с государством, ну и с нашими партнерами на политике. Et maintenant, pour terminer, Moscou déplace des têtes nucléaires en Europe. Des responsables estoniens ont déclaré que la Russie semble déplacer de puissants missiles à capacité nucléaire dans la province de Kaliningrad, une ville russe prise en sandwich entre la Pologne et la Lituanie le long de la côte baltique. Les missiles Iskander à capacité nucléaire, qui ont une portée de plus de 500 km, seraient transportés par bateau à partir de la région de Saint-Pétersbourg. Si ce fait est confirmé, ce transport sera considéré par les gouvernements occidentaux comme un autre signe que la Russie cherche à prendre du terrain en Europe de l'Est et au Moyen-Orient, avant qu'un nouveau président américain ne prenne ses fonctions en janvier.
Un expert estonien de la défense a déclaré, je cite, « Cette arme est très sophistiquée et il n'y a pas d'arme comparable dans l'arsenal occidental. Elle peut transporter des armes nucléaires, changer de direction en plein vol et voler à des distances allant jusqu'à 500 km. En tant que telle, elle est capable de menacer la Pologne, y compris les installations américaines de défense antimissiles qui y sont. Le Iskander-M, le nom persan pour Alexandre le Grand, est un système de fusée balistique conçu pour détruire des cibles stratégiques et son stationnement est sans doute en défaut au traité sur les forces nucléaires de portée intermédiaire. Le ministère russe de la Défense a confirmé le déploiement du missile et a balayé les inquiétudes exprimées par l'Occident. Le ministère a déclaré que des contingents de missiles ont déjà été déplacés plusieurs fois dans la région et qu'ils continueraient de l'être dans le cadre du plan d'exercice militaire russe. La Russie affirme qu'un des missiles a été exposé délibérément à la vue des satellites espions américains, mais que ces derniers ne sont pas parvenus à le trouver. Le silence de la communauté internationale sur les massacres au Yémen. L'ex-ministre de la Défense iranienne, le général Ahmed Wahidi, a déclaré que le silence des organisations internationales et régionales sur le massacre commis contre le peuple du Yémen par l'Arabie saoudite constitue un scandale historique. Le général Wahidi a déclaré que l'Arabie saoudite n'est pas en mesure aujourd'hui, après 18 mois de guerre contre le peuple opprimé du Yémen, d'affronter les Yéménites, sachant que certains nombres de villes saoudiennes sont actuellement exposées au danger. Et de conclure, la fermeté et la résistance du peuple yéménite est une réponse aux crimes saoudiens. Ces pratiques criminelles commises par Riyad et soutenues par les États-Unis indiquent que le degré de décadence morale et politique du régime d'El Saoud a atteint le niveau le plus bas. Est-ce qu'il n'est pas indécent, franchement, de se réjouir de la signature de contrats commerciaux avec l'Arabie saoudite, qui bombarde avec nos armes au Yémen des populations civiles, des hommes, des femmes, des enfants? Franchement. Indécent de se battre pour notre économie, pour nos industries, pour nos emplois. Yémen toujours, avec les États-Unis qui lancent leur première attaque directe sur le territoire yéménite, en prétendant certes que cette offensive est une riposte à une attaque des forces d'Ansarullah contre un navire de guerre de la marine américaine. Le mouvement yéménite avait pourtant démenti toute implication dans cette affaire. Ces allégations sont sans fondement, a indiqué un responsable d'Ansarullah. Juste après le drame de Sanaa, pendant lequel l'aviation saoudienne a massacré au moins 140 personnes participant à une cérémonie funéraire, Washington a réprimandé Riyad pour sauver la face. Et un porte-parole du gouvernement américain a annoncé que le soutien américain à la guerre saoudienne contre le Yémen n'était pas un chèque en blanc. Mais à travers ces actes, l'administration Obama vient de prouver le contraire. Vu l'incapacité de l'Arabie saoudite à faire quoi que ce soit au Yémen, les États-Unis préfèrent entrer directement en conflit en soutien à la coalition arabe face au pays le plus pauvre de la région. Monsanto utilisera bientôt le plus puissant outil de manipulation génétique dans la nourriture. La nouvelle va faire grincer les dents des anti-Monsanto. Après avoir fusionné avec Bayer, la firme spécialisée dans les biotechnologies agricoles s'est emparée du CRISPR. En d'autres termes, elle s'est offert le plus puissant outil de modification génétique. L'outil développé par le MIT et l'université de Harvard est considéré par la communauté scientifique comme étant l'outil le plus précis et perfectionné en la matière. Avec cette acquisition, Monsanto sera en mesure de créer de nouvelles plantes résistantes à la sécheresse ou à de nouvelles propriétés plus agréables pour le consommateur. Tom Adams, responsable du département biotechnologie de Monsanto, explique: cet accord nous donne accès à un outil intéressant pour développer nos recherches en matière d'édition du génome. Si certains en doutaient encore, la société compte bien renforcer ses capacités en matière de modification des gènes. Mais malheureusement, contrairement aux réglementations sur les OGM, le nouveau monde de CRISPR est peu réglementé par les gouvernements, car techniquement, ce brevet n'est pas considéré comme un OGM.
12 000 € d'amende requis contre un prêtre hébergeant des sans-abri. Le verdict est tombé pour le père Riffard. Celui qui accueillait depuis 2007 des sans-abri dans son église a reçu un arrêté du préfet obligeant à cesser son hébergement de nuit. On n'est pas un centre d'hébergement, c'est vrai, mais on est quand même attentif, nous aussi, aux conditions de sécurité. On a les extincteurs, les détecteurs de fumée, l'éclairage de sécurité, les issues de secours. Quand on voit la difficulté qu'il y a en France pour arriver à loger les migrants, les demandeurs d'asile qui arrivent, le nombre de places, je ne comprends pas qu'on vienne casser un accueil qui est certes difficile ici, mais qu'on assume. Que des personnes soient mises à la rue, parce que tout le monde ne sera pas hébergé, eh bien c'est quelque chose d'inhumain. Le combat de ce septuagénaire n'en est pas à sa première heure. Le président de l'association anticyclone d'aide aux sans-logis a commencé à héberger des réfugiés en 2007. D'abord avec des femmes et enfants, puis des hommes, pour finalement loger jusqu'à 80 personnes. Car, confie-t-il alors, il est vite devenu difficile de trier pour qui la misère était le pire. Dès 2012, la mairie de Saint-Étienne s'intéresse à l'église Sainte-Claire. Une commission municipale de sécurité se prononce en août contre l'activité d'accueil face à la vétusté des locaux. Soutenu par l'évêque de la ville, Dominique Lebrun, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le curé persiste dans cette hospitalité d'urgence sans suivre l'arrêt de fermeture pris en février 2013. Cette obstination l'emmène devant la justice en juin 2014 où il encourt jusqu'à 12 000 € d'amende. Relaxé, le procureur fait appel avant que la cour d'appel de Lyon s'estime finalement incompétente en janvier 2015. Mais un nouveau rebondissement a eu lieu ce week-end lorsque le père Riffard a annoncé l'arrêt de l'accueil de nuit à l'église Sainte-Claire exigé par le préfet. Si chacun de nous se pose la question de savoir s'il était condamné à vivre dans la rue, comment il vivrait? Moi, personnellement, je ne vois pas comment je pourrais vivre dans la rue. Donc, je ne vois pas comment les gens qui s'adressent à nous peuvent vivre aussi. Rebel rockets fired from eastern Aleppo into western Aleppo literally tore off the facade, the face of this school. It's situated only a kilometer from the front lines. Nevertheless, they had no choice. They had to keep it going. And by the way, classes are in session. البارحة تعرضت لقذيفة صاروخية في فوج الصباح الابتدائي. أنا ما كنت موجود لكن تعرضت بقذيفة صاروخية فوق دورة المياه. Just hours after we left, 12 more rebel shells hit this very neighborhood. These terrorists that are called rebels, that are called moderate rebels, that are called opposition, are massacring Syrian people. They are not Syrian people who are Assad supporters. They are Syrian people, whether they are Christian, whether they are Shia, whether they are Sunni, whether they are Alawite. Every single one of them will say to you, we are Syrian first and foremost. And we are not here, even if we disagree with our government, we're not here to kill our country in order to improve it. نزلت قذيفة على الحي قتل الطفل وقطعت رجلين هذا. القذيفة من وين اجت ما نعرف. عرفت كيف؟ أطفال عم بيلعبوا نزلت بنصهم قتلت الطفل. He's just one of the thousands of children and adults that pass through here. More will come tomorrow, and the next day, and the next. رايح عم جيب خبز منطقة المحافظة وأنا راجع قدام نزلت قذيفة هواء صوت الظهر بالعمود الفقري من نهار الحكي. هلا كيف صرتوا؟ الحمد لله تمام. Their stories won't get much more coverage than a vague article in Western media, if that. You see, these people live in the bad part of Aleppo, the government side. And what happens in Western Aleppo is made to stay there. Editorial policy makes sure of that. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Si vous avez quelques questions ou commentaires, vous pouvez nous retrouver tout au long de la semaine sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre blog. Je vous dis à la semaine prochaine. Mais avant ça, surtout, n'oubliez pas, passez l'info. J'ai pas pu sauver les gens, c'était vraiment horrible, horrible, horrible. Mais plus jamais ça, mais il suffit pas de dire plus jamais ça, il faut agir, agir. Et je dis, et je le redis, le gouvernement est en tort, c'est des assassins.